Les GG, les grandes gueules. Et le mercredi, c'est le conseil des GG avec les grandes gueules de la politique. Nous sommes en campagne électorale, donc nos grandes gueules du jour vont venir avec leurs convictions, représenter aussi leur camp, nous dire ce qu'ils pensent de l'actualité du moment. Et elle est fournie. Nous sommes avec Alexis Bachelet, député des Hauts-de-Seine, porte-parole de Benoît Hamon. Bonjour. Bonjour. Daniel Simonet, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être là. Bonjour. Et puis nous sommes avec Philippe Gosselin, député Les Républicains de la Manche. Bonjour. Donc je vous donne le menu du jour. Tout à l'heure à 12h40, vous allez avoir 3 déclarations à écouter et à commenter. Dans les affaires courantes, on parlera de Aulnay-sous-Bois notamment, et puis du gâchis de l'écotaxe, parce que quand on voit le rapport de la Cour des comptes, ça nous fait quand même assez frissonner quand on voit le gâchis financier. Et Aulnay, c'est savoir comment est-ce qu'on peut réconcilier aussi la population et la police après la violence subie par Théo. Et tout à l'heure, on a parlé de ces mamans qui sont allées au commissariat hier et qui ont demandé aux policiers d'alléger le dispositif de façon à faire baisser la tension. C'était une grande discussion qu'on a eue dans les GG. Ça sera dans les affaires courantes. En attendant, revenons sur l'affaire du moment, parce que elle rejaillit sur l'ensemble de la campagne électorale, l'ensemble du personnel politique même, c'est-à-dire l'affaire Fillon. Alors, on a un feuilleton depuis 3 semaines les épisodes sont distillés par le Canard enchaîné. Cette fois-ci, c'est Pénélope Fillon et ses indemnités, 45 000 euros. Détail, 16 000 euros pour une première rupture de contrat ou licenciement. Ensuite, 29 000 euros. François Fillon dit que ces informations avaient déjà été données, tout est transparent, qu'il l'avait inclus, lui, dans ce qu'il a livré sur son site de campagne. On a aussi les informations données par nos petits camarades de BFM Business, comme quoi le candidat de la droite et du centre, pendant 2 ans, a travaillé pour l'assureur français AXA sur des sujets réglementaires européens et qu'on l'a rémunéré à hauteur de 200 000 euros. Rien d'illégal, sauf que depuis, le PDG d'AXA, Henri Decastre, a intégré l'équipe de campagne de François Fillon. Est-ce que votre candidat est définitivement disqualifié avec ce que l'on apprend toutes les semaines et même tous les jours, Philippe Gosselin? Oui, mais bien sûr, je vous vois venir, front de gauche. On va me laisser exposer les insoumis, ouais. Quelques moments quand même. Évidemment qu'il y a un lot au quotidien en ce moment qui est lourd à porter. Personne ne va dire le contraire. Maintenant, arrêtons de mélanger des choses qui n'ont pas à être mélangées. C'est pas la première fois que quelqu'un travaille dans une entreprise qui peut avoir des liens avec tel ou tel élu. Sinon, ça veut dire que l'élu ne peut plus travailler, sa famille ne peut plus travailler. Donc, à un moment, il faut arrêter de faire un méli-mélo qui n'a pas de sens. Ce qui serait évidemment gênant, c'est qu'il y ait un conflit d'intérêts qui soit déclaré. À ce stade, franchement, il n'y a rien. Il faut arrêter d'entretenir le doute. Il faut arrêter intègre ensuite votre équipe de campagne alors que vous voulez devenir président de la République. Reconnaissez que c'est gênant. Ça peut être tentant, mais il faut arrêter de faire des connexions qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Quand vous avez l'habitude de travailler avec quelqu'un, que vous partagez un certain nombre de points de vue, c'est pas nécessairement étonnant ni illégal d'aller rechercher ces personnes pour vous entourer et vous aider à préparer un projet. Il y a une certaine concomitance au moment où on dit que François Fillon veut revoir quand même le système de financement de la sécurité sociale. Et comme un fait exprès, on a le premier groupe d'assurance mondial d'ailleurs quasiment, AXA. Daniel Simonet. Oui, bien sûr. Franchement, Monsieur Fillon était vraiment l'exemple, le cas d'école de la logique oligarchique dans laquelle notre système est englué. Parce que vous avez à la fois un élu qui se sert de la République puisqu'il ne la sert, et qui ensuite, comme par hasard, a travaillé avec AXA, en visiblement faisant bénéficier AXA Assurance et de son carnet d'adresses et de l'ensemble de son réseau d'influence. Et en retour, et de son expérience politique aussi. Et de son expérience politique. Et il propose à Monsieur Henri Decastre d'intégrer son équipe de campagne au moment où, comme par hasard, il annonce qu'il veut ni plus ni moins casser la sécurité sociale, cet acquis du Conseil national de la résistance, pour permettre aux assurances de s'en mettre plein les poches. Et au passage, eh bien, pour ses bons et loyaux services avec le monde de la finance assurantielle, il a empoché 200 000 euros. Je veux dire, c'est d'une obscénité totale. Et ça montre bien à quel point, comment dire, il faut qu'il dégage tous ces représentants de la logique oligarchique dans laquelle nous sommes. Parce que pour défendre l'intérêt général, il faut émanciper notre République de ses intérêts privés. Défend l'intérêt particulier, l'intérêt privé. Ouais. Regardez tout ce qu'il a développé, même si après il a rétropédalé, voyant le tollé que ça pouvait L'intérêt privé, c'était aussi l'emploi de sa femme et de ses enfants. Sur la question de la sécurité sociale, la façon dont il a rétropédalé, mais moi je n'ai absolument aucune confiance dans le personnage.
casser l'acquis du Conseil national de la résistance, la sécurité sociale, le système de protection sociale qui organise nos solidarités. Il s'agit de le réformer. Je crois qu'on a besoin de le réformer pour le garder. Les assurances privées de s'en mettre plein les poches en allant vous savez bien qu'en réalité, c'est plus compliqué, l'accès à la santé de toutes et tous. Oui, c'est servir les intérêts privés et ensuite faire en sorte, même s'il le fait à la limite dans un cadre légal, d'embaucher sa femme, ses enfants. C'est pareil, c'est servir ses propres intérêts. C'est complètement obscène. Vous disiez, mais alors le pauvre dirigeant politique qu'il est, Monsieur François Fillon, faut bien qu'il travaille. Moi, je suis conseillère de Paris. J'ai une indemnité d'élu pour être conseillère de Paris. J'ai dit qu'on ne peut pas empêcher de travailler dans des entreprises privées les familles. Pour assurer mon mandat. On est redevable. On n'est pas là pour chercher à s'en mettre plein les poches. Et c'est obscène la façon dont il a servi financièrement les siens. Et Alexis Bachelet. Non, ce que je voudrais dire en premier, c'est que je trouve que ces révélations ternissent gravement l'image de notre démocratie et au fond sont en train d'alimenter le tous pourri au moment où les Français ont un choix crucial à faire dans l'élection présidentielle, c'est-à-dire choisir un président de la République. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça fait maintenant des semaines et des semaines que nous passons nos journées à commenter des révélations qui, si ces pratiques sont légales, elles sont pour autant moralement et éthiquement condamnables. Et je pense qu'il faudra faire évoluer la loi encore plus que nous ne l'avons déjà fait. Je dois dire que de ce point de vue-là, heureusement que nous avons voté la loi transparence après la triste affaire Cahuzac. Heureusement que nous avons mis en place une haute autorité de contrôle de la vie publique avec la publication des patrimoines. Et c'est au moment d'ailleurs, vous remarquerez, où il a fallu déclarer qui on avait recruté comme collaborateur, que M. Fillon a fait cesser le contrat de sa femme ou son suppléant. Non, c'était lui d'ailleurs à ce moment-là, son suppléant, c'était le mandat précédent. Bref, il avait lui-même, semble-t-il, perçu que ça risquait, quand ça serait connu, de susciter des troubles. C'est encore plus grave si on ajoute effectivement cette histoire de société de conseil, qui en fait est une forme de lobbying déguisé, où là il y a un mélange absolu entre un mandat national, politique, un ancien Premier ministre, député, qui donne des conseils à des entreprises privées. Alors qu'ensuite, il est candidat à l'élection présidentielle et donc qu'il intègre dans son staff de campagne des gens de ces mêmes sociétés privées qui l'ont rétribué. Mais alors là, je le dis, c'est ça qui provoque les dégâts dans l'opinion aujourd'hui et qui nuisent à l'ensemble de... Et de ce point de vue-là, c'est pas parce que c'est légal que c'est acceptable. Et je pense qu'il faudra faire évoluer la loi. Quand on est député, on a une indemnité. Cette indemnité, elle doit nous permettre d'être indépendants. Indépendants de qui? Oui, parce que vous êtes considéré comme un chef d'entreprise, parce que du coup, les collaborateurs sont considérés comme droit privé, d'ailleurs. Oui, c'est du droit privé, effectivement. Ça peut paraître assez bizarre, mais c'est comme ça. À mon avis, il faut aller plus loin dans la rupture. Il y a déjà ce qui a été fait au moment de la loi de transparence, que nous avons voté contre d'ailleurs l'avis de beaucoup de collègues de l'opposition, y compris M. Fillon qui a voté contre. Et donc je pense que là aussi, il y a une nouvelle étape. Enfin, moi je suis partisan avec Benoît Hamon de la 6e République. Et dans cette 6e République, effectivement, il faudra séparer de manière plus stricte l'intérêt public des intérêts privés. Sur la 6e République, justement, ce que nous proposons avec Jean-Luc Mélenchon, c'est justement que le prochain président de la République puisse convoquer la constituante pour que ce soit le peuple qui puisse justement réécrire les règles du jeu. Et ça me semble extrêmement important que le peuple puisse vraiment, à travers un processus constituant, pouvoir véritablement redéfinir quelle 6e République nous souhaitons. Et que ce ne soit pas justement les parlementaires qui, dans le Cénacle de l'Assemblée nationale, définissent les règles dont ils vont, eux, bénéficier. Il faut que ce soit des constituants qui ne sont pas issus de l'Assemblée nationale ni du Sénat et qui n'ont pas vocation à être membres et qui n'ont pas vocation à être dans le prochain Parlement, je crois que chacun pour que les règles soient rentre. transparentes. Voilà, et ça, Jean-Luc Mélenchon propose ce processus-là et ça me semble important. Mais pour l'instant, vous allez voir, le mouvement dégagiste, je vote, il dégage, il va monter dans ce pays. Parce que ce spectacle-là, l'affaire Fillon fait plus de dégâts que ce que peut-être vous percevez aujourd'hui. Personne ne conteste la grande difficulté liée à l'affaire Fillon. Enfin, personne ne peut le contester. Il suffit d'aller voir sur le terrain l'accueil que l'on peut avoir. On se fait enguirlander, parfois féliciter. Enfin bref, il y a beaucoup de troubles. Et alors aujourd'hui, le cursus, complètement idiot le curseur, il est où d'évacuer tout ça. Vous faites davantage enguirlander ou complimenter? Il y a beaucoup de doutes. C'est clair qu'il y a beaucoup de doutes qui se manifestent. C'est pour ça que moi je souhaiterais qu'on parle du projet et pas simplement de l'affaire. Mais pour ça, il faut être audible. Factuel. Il faut être audible. On est bien d'accord. Mais je reviens sur cette 6e République. Moi, je pense que la République, la 5e République, n'est pas en fin de vie.
et je rejoindrai Alexis Bachelet sur des règles à donner d'encadrement et je ne vois aucune difficulté, et il faudra même le faire, aucune difficulté à ce qu'on interdise d'avoir dans son staff de parlementaires, quels qu'ils soient, des membres de sa famille. C'est pas un souci, mais vous voyez bien que même au Parlement européen, alors que Le Pen doit rembourser des centaines de milliers d'euros, on n'en parle d'ailleurs pas beaucoup, 300 000 euros, même son conjoint, Allo, n'a pas été mis en difficulté, parce que tout le monde sait très bien qu'ils vivent ensemble, mais comme il n'y a pas de Pacs, comme il n'y a pas de mariage, elle peut légalement l'avoir. Donc vous voyez bien que ça ne résout pas non plus toute la question. Moi, je pense qu'il y a une question juridique, c'est évident. Pénal, peut-être, mais c'est pas le sujet. L'encadrement, oui, mais ça ne justifie aucunement la mise à plat de la Ve République, qui est une république qui, heureusement, même dans les temps troublés, réussit à maintenir le pays. Vous êtes 3 élus. Vous avez travaillé avec des collaborateurs proches, avec de la famille ou des amis proches, ou Philippe Gosselin? On a des gens forcément avec lesquels on est proche, forcément. Là, tout le monde va vous faire la même réponse. Moi, je ne pourrais pas, je vous le dis franchement, avoir des gens qui, autour de moi, ne partagent pas mes idées, par exemple. Ça, c'est une chose. Je dis avec des proches. Est-ce que des membres de votre famille ou... Oui, il y a eu à un moment, effectivement, des proches de ma famille. Qui ont vraiment travaillé. Mais bien sûr qu'ils ont vraiment travaillé. Pourquoi n'auraient-ils pas travaillé? On a une centaine de personnes qui, aujourd'hui, sont encadrées ou entourées de membres de leur famille sans que ça pose de difficultés. Je veux dire, le raisonnement, ce n'est pas... Ce qu'on dit, c'est oui, comme ça, l'argent reste entre eux, quoi, en fait. C'est ça. Madame Simonet, en tant qu'élue parisienne, vos collaborateurs. D'accord. J'ai pas de secrétaire, je suis une élue non inscrite, donc je suis un groupe à moi toute seule. Et par contre, il y a énormément de militants qui collaborent, mais de façon non rémunérée. Nous aussi, on a les militants, et heureusement qu'on a ces militants. Non, mais de toute façon, je ne rémunère personne. D'accord. Voilà. Okay. Alexis Bachelet. Mais non, mais vous avez forcément peut-être des membres de votre famille, etc. Mais c'est pas, honnêtement, c'est pas le souci. Non, mais que les gens viennent donner un coup de main. C'est pas un problème, mais c'est pas un problème en soi. Alexis Bachelet, avec qui travaillez-vous? Moi, je travaille avec des collaborateurs que j'ai recrutés, dont certains sur CV. Donc j'ai une équipe de 4 personnes. Il y a des gens que je connaissais avant d'être député, mais qui ne sont pas membres de ma famille. Ma compagne travaille dans le privé. J'ai un fils de 4 ans et un autre qui a 12 jours. Donc si vous voulez, c'est pas vraiment... Ils n'ont pas vraiment le profil pour travailler. Ils n'ont pas vraiment le profil pour travailler à l'Assemblée nationale. Voilà, mais si je leur souhaite de réussir dans la vie. Mais ce qui choque les Français, c'est que ça donne le sentiment qu'il y a un entre-soi des politiques et qu'il y a la préférence familiale dans un moment de crise où beaucoup de gens sont au chômage, envoient des CV, n'ont pas de réponse et ils se disent il y a un système méritocratique qui ne fonctionne plus et finalement les élus qui devraient être garants de l'intérêt général et au fond être exemplaires ne le sont pas. Ils ne font pas jouer le fait de recruter des gens sur CV comme moi j'ai pu le faire et ça choque. Voilà, Monsieur Fillon l'a compris un peu tardivement. Il en a, je pense, usé et abusé, comme d'autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut rompre avec ça. Voilà, c'est clair. Il a quand même... On est bien d'accord sur cette conclusion-là, effectivement. Il a quand même encaissé le salaire de sa femme, le salaire de ses enfants. Alors, vous allez me faire croire qu'ils ont tous bien travaillé. Alors, je n'y crois pas une seule seconde. C'est ce que devra prouver les enquêteurs. C'est l'enquête qui devra le prouver, ça. On a en plus les affaires sur le Sénat, où là, il y a aussi 25 000 euros qui se promènent. D'où sortent-ils? Comment ont-ils pu arriver dans ses propres caisses? Là, on découvre les 200 000 euros qui se baladaient de AXA Assurance, avec en plus tout le problème du lobbying et de la collusion, où le politique est là, pas pour défendre l'intérêt du peuple, mais défendre l'intérêt de gros lobbying privé. Enfin, je veux dire, là, c'est le summum. Le summum d'une caste qui pense à elle et qui pense aux intérêts de ses copains dans la logique, la pire logique capitaliste qui soit. Voilà. Donc, ça s'appelle la logique oligarchique. L'entre-soi. Avec lequel il faut vraiment renverser la table. Voilà. Si vous aviez un candidat qui avait été et pas du brillamment élu lors de la primaire. Moi, je pense que la 5e a encore sa raison d'être. Brillamment élu lors de la primaire. Aujourd'hui, il a quand même handicapé les chances de victoire? Clairement, oui, il y a une vraie difficulté, mais personne, encore une fois, ne la conteste. Et en même temps, vous voyez bien... Mais vous y croyez encore à la victoire? Mais il faut se retrousser les manches, parce que la victoire, elle est nécessaire pour l'alternance, premier point. Et puis deuxième point, je n'ai pas du tout envie que l'on soit dans un projet avec une Le Pen qui est en embuscade. Je n'ai pas envie non plus d'un projet ramasse-miettes qui est celui de Macron. Et j'ai encore moins envie, en tout cas pas plus envie, d'un projet d'une gauche
Hamon, Mélenchon, qui veut nous refaire un programme commun de la gauche des années 70, qui est vraiment d'arrière-garde. Donc c'est pour ça que je veux qu'on parle du projet, effectivement. Alors justement, dans un instant, on va évoquer non pas les projets, mais je veux voir ce que vous pensez de ce qui se passe à Aulnay, de la situation, parce que les banlieues, les confrontations avec la police, les violences policières ou les violences envers les policiers, ça fait quand même un moment que ça dure. Vous êtes des élus, c'est à vous aussi de trouver des solutions. À tout de suite dans le Conseil des GG. C'est le Conseil des GG, c'est l'heure de donner, comme tous les mercredis, la parole aux élus de la République qui sont avec nous, qui représentent chacun dans cette campagne électorale. Je me demande depuis combien de temps on n'avait pas connu telle campagne électorale, justement. Et nous sommes avec Alexis Bachelay, porte-parole de Benoît Hamon, Daniel Simonet, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, élu de Paris. C'est vous qui êtes élu de Paris et donc de la France des Insoumis. C'est bien Daniel Simonet et non pas son hologramme qui est avec nous. Et Philippe Gosselin, en vrai, député Les Républicains de la Manche. Pas d'hologramme non plus. Non plus, soutien de François Fillon. Parlons d'Aulnay-sous-Bois. On va bientôt arriver à une semaine depuis que Théo, 22 ans, a subi cette violence policière. Je rappelle qu'il y a enquête en cours. 4 policiers impliqués, un qui est mis en examen pour viol, les 3 autres pour violence volontaire. Ils sont suspendus, ils sont sous contrôle judiciaire. On a vu des affrontements qui se sont passés aussi à Aulnay entre policiers et certains casseurs, certains jeunes. Et tout à l'heure, dans les grandes gueules, nous parlions des mamans d'Aulnay qui hier sont allées au commissariat et qui ont demandé la fin du dispositif mis en place depuis samedi dernier parce que, disent-elles, ces dizaines de CRS supplémentaires déployés chaque soir dans le quartier, ces facteurs de tension, de provocation, les policiers disent non, nous on est là pour assurer quand même globalement la sécurité des gens qui vivent et qui travaillent sur place. Est-ce qu'on doit alléger le dispositif au nom de l'apaisement, Daniel Simonet ? Oui, je crois qu'il y a eu aussi des soucis lors des affrontements à Aulnay-sous-Bois où certains estiment qu'il y a eu des tirs de sommation à balles réelles. Donc on est vraiment là. C'est prévu par la loi, c'est strictement encadré, mais c'est prévu par la loi. Oui, mais c'est quand même extrêmement inquiétant cet engrenage-là. Je veux dire, faut que ça s'arrête, quoi. C'est un cauchemar là. Faut que ça s'arrête. On doit être rattaché en République. On doit être rattaché en allégeant le dispositif. On doit être rattaché en République à une police républicaine qui est là pour protéger l'intégralité physique et morale de toutes et tous. Donc il faut à la fois que justice et vérité soient rendues pour le jeune Théo et excusez-moi mais j'ai vraiment en mémoire Adama Traoré et la colère, elle est légitime, hein. Donc il faut absolument que la justice aille jusqu'au bout parce que les faits sont d'une extrême gravité et il faut réaliser la nature de la situation de tension et repenser complètement les dispositifs, que ce soit là à court terme, soit plus globalement. Restaurons enfin une police de proximité, interdisons les contrôles aux faciès, faisons en sorte de prendre en compte enfin cette mesure sur les contrôles les récépissés, datés, signés, co-signés. Certains disent et même les caméras, que les policiers et les caméras ici. Engageons enfin une grande formation dans la police, comme ça avait été fait en 1981. Ça avait été il y avait eu un plan de formation de l'ensemble de la police républicaine, et c'est extrêmement important. Les dépositaires de l'autorité publique doivent être irréprochables, et c'est pas la première fois qu'on a ces Vous entendez aussi ces policiers qui disent leur difficulté d'exercer le métier, et ils ont en mémoire aussi Viry Châtillon. Ils subissent eux aussi en retour des conditions de travail d'une dureté absolue. Donc déjà, il faut arrêter de les mettre en sous-effectif et les mettre en heures supplémentaires pas possible et en tension de dingue. Mais qu'est-ce qu'on vient de voter à l'Assemblée nationale et de débattre à l'Assemblée nationale concernant la police et la gendarmerie? Je veux dire, c'est ce qui est en cours, enfin qui est en train d'être débattu. Attention, quoi. Il faut absolument préserver nos libertés fondamentales dans ce pays et bien définir qu'une police républicaine qui donc a à l'usage de la force en cas de nécessité doit être irréprochable. Et ce qui s'est passé à Aulnay est totalement une gravité absolue. Voilà. Philippe Gosselin. Moi, je crois qu'il ne faut pas alléger de façon inconsidérée les dispositifs. Les forces de l'ordre, les CRS présents sont là aussi pour être garants qu'il n'y ait pas de débordement. Bien évidemment que moi, je vais vous donner une réponse à la fois pragmatique et théorique. Tout ça doit
se faire avec doigté, avec délicatesse, en évitant d'être trop visible. Mais on ne peut pas envisager que le dispositif, compte tenu de l'état de tension réel, et je le comprends, je vais y revenir dans quelques instants, puisse être comme ça disparu. Maintenant, je note que Théo lui-même est accentuée par la présence des policiers. Théo lui-même a appelé au calme. Ah oui. Donc il faut aussi que les jeunes qui l'écoutent, qui l'entourent, dont il est proche, jouent le jeu, parce qu'il y a vraiment des tensions très fortes. Il ne faut pas que ça explose. Maintenant, second point, concernant les policiers eux-mêmes, il n'est pas question de couvrir les dérapages quand il y a dérapage. La police le mot est faible, républicaine. Le mot est faible. C'est pas attendez, je termine. Je vous ai pas interrompu. Il y a aucune raison qui puisse couvrir quoi que ce soit. Si tout ça est avéré et on semble s'acheminer, clairement, pénalement, c'est un crime. C'est un crime au sens pénal. Donc laissons la justice faire son travail. Il n'est pas question de couvrir quoi que ce soit, mais ne mettons pas non plus toutes les forces de l'ordre dans le même panier. Attention, je crois que personne ne le fait, mais c'est quand même bon de le rappeler, parce qu'on a besoin aujourd'hui, dans une situation de tension à Aulnay, certes, mais aussi de tension ailleurs, où la menace terroriste est forte et s'additionne un certain nombre de malaises et de mal-être dans tel ou tel territoire ou cité. Il n'est pas question de donner le signal d'une débandade. La responsabilité de l'État, c'est aussi d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Donc les forces de police et les renforts doivent rester tant que le climat n'est pas complètement apaisé et retombé. Moi, le dispositif, il est à juger sur place. Là, on est dans un studio. C'est à juger le cas échéant, rue par rue, quartier par quartier, de façon extrêmement sensible. Entre la police et le maire. Entre la police, le maire, ce qui relève aussi de la préfecture, le cas échéant, et les élus locaux. Tout ça doit se faire vraiment au Bruno Béchiza, le maire Les Républicains d'Aulnay, est un ancien policier, mais responsable en plus, rapidement a condamné la violence policière, a dit ce qu'il pensait et qui était la famille du jeune Théo, que c'était une famille qui était au-dessus de tout soupçon et, comme on dit, favorablement connue de la mairie et des sans services difficulté de police particulière. D'abord, tout doit être mis en œuvre pour apaiser les tensions et faire éclater la vérité dans toutes ses dimensions. Je voudrais dire que c'était important, je pense qu'au plus haut niveau de l'État, on prenne conscience de la gravité de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le président de la République a eu raison d'aller à Aulnay, d'aller voir ce jeune homme de 22 ans, Théo, et de lui apporter le soutien de la nation et de montrer que quand il y a des choses gravissimes qui se passent, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quelle que soit la personne concernée, on est conscient de la gravité. Je le dis parce que ça n'avait pas été le cas au moment du drame, de la tragédie de Clichy-sous-Bois et de Ziad Ebouna, où on avait eu au contraire des mensonges d'État pour essayer de couvrir un certain nombre de choses. Et depuis cette époque... Adama Traoré, en juillet. Adama Traoré, mais ça remonte ça a commencé. Ce climat de suspicion, de défiance a été à l'origine de l'affaire de Clichy. Il y a eu des choses qui, à l'époque, n'ont pas été assumées. Et il y a aujourd'hui un climat de défiance qui a perduré. Je dois dire que nous n'avons pas suffisamment pris de mesures pour lutter, pour faire reculer cette défiance, pour faire en sorte que la police républicaine puisse aller dans tous les quartiers. Je pense que le retour de la police de proximité... vous dites bien aller dans tous les quartiers, ce qui veut dire qu'il y a des quartiers où elle ne va pas. Aller dans tous les quartiers sans se faire insulter, sans se faire caillasser. Il y a des quartiers plus que délicats, tout le monde le sait. Bien sûr, la police républicaine, elle est là pour protéger, mais que se passe-t-il dans un certain nombre de quartiers? Mais si elle dérape, cette police, c'est pas aussi parce qu'elle est sous tension aujourd'hui et qu'elle est toujours et qu'elle se sent menacée quand elle va dans ces quartiers? Entre des jeunes et la police? Vous pensez que c'est la première fois? Imaginez qu'il n'y ait pas eu de vidéo. Ça aurait été la parole de ce jeune homme contre la parole des policiers et tout le monde aurait dit probablement la parole d'un jeune, en plus de couleur, issu d'un quartier populaire, contre la parole des policiers. Vous pensez qu'on lui aurait donné raison? Heureusement qu'il y avait la vidéo. Nous avons voté d'ailleurs dans la loi égalité-citoyenneté une expérimentation pour que les policiers aient systématiquement une vidéo GoPro lors de ces interventions. Il faut aller plus loin.
Sur la question du dispositif caméra qui existe aussi. Il y a eu la violence, effectivement contre Théo, mais les policiers, là, l'enquête devra le déterminer aussi. Les crimes, il faut qu'ils soient jugés. Il y a eu avec la plus grande sévérité. Ils sont mis en examen, mais c'est de dire aussi mettre en cause la police républicaine, c'est mettre en cause certains comportements, certaines pratiques. Exactement. C'est de dire aussi que les jeunes, lorsqu'il y a eu ce moment d'interpellation qui a dérapé, il y a eu violence, ont eu aussi un comportement agressif et qu'il a fallu le maîtriser. Non mais c'est pas franchement, quand vous voyez les vidéos et que vous voyez 4 personnes sur Théo, on voit bien que le problème n'est pas du tout le contrôle de la personne. Arrêtons quoi. Je veux dire, il y a un sentiment d'impunité avec lequel il faut absolument en finir. Ça n'est pas possible. Il y a quand même 3000 sanctions par an sur les policiers quand même. Ça, le chiffre, il est réel, donné par le ministère de l'Intérieur. Le chiffre qui est réel. Ils sont dans l'impunité la plus totale. Ça, on peut pas laisser dire ça parce que ça entretient un climat de défiance. Vous avez justement, mais parce qu'hélas, il est légitime. Il est fondé. Non, mais attendez, regardez les rapports de l'association. Non, je suis très attaché à la police. Non, je suis très attaché. Enfin, laissez-moi terminer ma phrase. Je suis très attaché à la police républicaine, d'accord ? Vous avez les rapports de cette association dont je vais retrouver le nom. Cette association qui la police assassine ? Non. Peu importe, allez-y, continuez. Culture catholique sur la torture. Peu importe, chrétienne, je ne sais plus exactement son nom, mais qui fait un rapport chaque année, qui avait fait un rapport qui avait fait beaucoup de bruit. La CAT, peut-être. La CAT, voilà. Oui, l'association ACAT, excusez-moi. On a besoin de la droite pour être aidé de temps en temps. Mon Dieu. L'association ACAT fait un rapport tous les ans où elle montre justement le pourcentage extrêmement inquiétant de cas pour lesquels la justice ne va pas jusqu'au bout. Donc il faut absolument revenir là-dessus. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Hier, moi, je me suis rendue à Ménilmontant pour voir comment se passait le rassemblement, la marche pour Théo. Immédiatement, nous avons été encerclés par les forces de l'ordre. J'ai sorti mon écharpe d'élu pour essayer, j'étais avec Éric Coquerel, coordinateur du parti de gauche avec moi, pour essayer d'engager la discussion avec les forces de l'ordre. Ne comprenant pas pourquoi, tout de suite, les casques, tout le matériel était sorti par les forces de l'ordre pour tout de suite nous nasser, nous ramener au métro, alors que franchement, on était dans un moment extrêmement pacifique. Il y avait surtout beaucoup de jeunes qui étaient là. Il n'y avait absolument aucun jet de projectile ou quoi que ce soit. Et tout de suite, il y a eu une situation vraiment de... Normalement, quand vous avez un rassemblement comme cela, si la demande est de disperser parce qu'il n'est pas légal, je ne sais quoi, au moins l'annonce est faite. Donc vous dites qu'à chaque fois, c'est la police qui provoque la tension, quoi, en fait, à vous écouter. Il y a une provocation de tension et on sort d'une mobilisation sociale contre la loi travail où il y a eu... Je ne mélange pas tout. Si, c'est du mélange, là. Je donne ce cas-là. On parle pas de la loi El Khomri, on parle pas de Nuit debout, on parle d'autre chose. Enfin, attendez. Je vous parle de l'attitude de la police hier soir où j'étais présente à 18h à Ménilmontant, où là, clairement, la volonté que les choses se passent bien ne se traduisait pas par les bons gestes de la police. Moi, je ne peux pas laisser dire que la police est là pour attiser les passions, pour attiser les difficultés. Ce n'est pas son rôle. Je ne l'ai pas dit en général. Je l'ai dit en donnant les cas précis. Mais vous parliez d'El Khomri, des manifestations, etc. Donc vous étiez en train d'élargir. Oui, précisément. Donc je suis désolé. Le rôle de la police, c'est de prévenir les incidents. C'est évidemment d'être présente et pour être présente, il faut bien qu'elle se déploie. Voilà, il y a des dispositifs. Il faut arrêter ce jeu de chat et souris. Non, là, elle ne s'est pas déployée comme elle devrait se déployer hier soir à Ménilmontant. Moi, je ne peux pas accepter. Le discours est très clair. Il n'est pas question de cautionner les dérapages, les crimes, tout ce que vous voulez. La police doit être républicaine. Il y a des règles de l'état de droit. Aulnay-sous-Bois, tir à balles réelles, on aurait pu avoir un drame terrible, monsieur. Pour autant, arrêtons de leur jeter la pierre en permanence et d'en faire un procès perpétuel. De tout mélanger et de revenir sur la gravité de ce qui s'est passé à Aulnay. Qui est très grave en effet. Donc moi, ce que je dis, c'est que la police républicaine, elle est là pour protéger la population. Donc pour ça, faut qu'elle traite les citoyens de la même manière, quel que soit le quartier, quelle que soit la couleur, quel que soit le sexe, quelle que soit l'orientation, tout ce qu'on veut. Voilà. Quelles que soient les opinions politiques ou autres. Il n'y a y avoir aucune discrimination dans le traitement des citoyens par la police. Or, la difficulté que nous avons, et nous le savons, et j'ai rappelé les incidents de Clichy, il y a eu Adama Traoré, aujourd'hui, à nouveau ce drame, on a frôlé quand même la catastrophe, mais ce jeune, il a quand même 60 jours d'ITT, c'est énorme, c'est vraiment, il a été victime d'une brutalité. Il a été vraiment victime d'une brutalité
innommable. Et donc, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on se saisisse de ce sujet, non pas pour faire de la polémique, non pas pour accuser les gens, non, pour traiter le sujet. Il y a un certain nombre de pistes. Lesquelles ? Pour améliorer la relation entre la police. Lesquelles ? Eh bien, le retour de la proximité. Une police qui connaît les quartiers, qui connaît éventuellement les gens qui posent problème. Et je tiens à le dire aussi, parce que moi j'en ai un petit peu assez en tant qu'élu de banlieue, d'entendre dire que nous serions, nous, les élus de quartier, où les délinquants sont majoritaires. C'est faux. Dans tous nos quartiers, les délinquants sont une minorité. Alors c'est vrai, ils sont visibles, parce que souvent c'est des dealers. Ils sont présents dans l'espace public. On les voit d'ailleurs, il y a une certaine impunité, il y a beaucoup de trafic de drogue, et il faudra qu'on parle un jour, nous avons posé la question de la légalisation du cannabis pour casser l'économie souterraine, pour casser le deal et cette délinquance de proximité, parce que en plus, ce qu'on oublie, c'est que c'est les gens qui sont stigmatisés comme étant potentiellement délinquants qui la subissent, cette délinquance, parce que c'est dans les quartiers populaires que le deal contrôle les quartiers, qu'il contrôle les halls d'immeubles. Et donc c'est la double peine. Vous êtes stigmatisé parce que vous habitez dans un quartier populaire, et en plus vous subissez la délinquance, alors que vous-même, vous cherchez un travail, vous en avez un, vous faites vos études. Ce jeune, il était parfaitement inséré dans la vie sociale et citoyenne d'Aulnay-sous-Bois. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on arrête de dire que sa famille ne posait pas de problème. Oui, l'immense majorité des familles d'Aulnay-sous-Bois, comme de la plupart des communes, comme moi à Gennevilliers, à Colombes, dans ma circonscription, ne posent pas de problème. Et ce qui pose problème, effectivement, c'est qu'ils soient stigmatisés et que parfois, il y a des modes d'intervention de la police qui génèrent effectivement de la défiance, de la suspicion, et c'est ça qu'il faut changer. Alors on pourra aussi préciser, parce que si on veut donner l'équilibre et chercher à faire un équilibre parfait, il faut aussi rappeler qu'on a quand même un certain nombre de quartiers, et tout le monde en conviendra, où la police se fait caillasser, insulter, et il faut avoir des nerfs plus que solides. Et on doit avoir des nerfs solides. Il y a une délinquance qui est très présente. Mais il y a une délinquance qui est très présente. Sûr, très visible. Et quant à la dépénalisation, c'est un autre sujet, je sais pas, on reviendra à un autre mercredi. Non, c'est le même sujet, parce qu'une partie c'est je vois très bien, mais ça s'appelle casser le thermomètre pour ne plus voir la température et les plans. C'est pour ça que réintégrer dans l'ensemble des quartiers, à la fois des services publics de proximité, une police de proximité, remettre le soutien au mouvement associatif dans ces quartiers, à l'éducation populaire, à la culture, tous ces moyens-là, c'est ce qui permet de sortir ces quartiers de la situation. Voilà. Et on est peut-être d'accord, là, sur le blabla, hein. Sauf que ça veut dire qu'il faut rompre avec les politiques. Mais non, monsieur. Je suis d'accord sur une police de proximité, effectivement. Ça veut dire, une erreur. Ça veut dire rompre avec les politiques d'austérité qui a amené Sarkozy, justement, à casser la police de proximité et qui a amené le gouvernement de Valls à ne pas du tout la restaurer. Je voudrais qu'on prenne 3 minutes pour parler du rapport de la Cour des comptes et d'un point en particulier, parce que ça a été quand même un moment que personne n'a oublié. Vous savez, c'était la fronde contre l'écotaxe que l'on a appelé les bonnets rouges à l'époque. Le coût de l'abandon de l'écotaxe lié à la mobilisation, c'était entre 2013 et 2014, estimé, chiffre à minima selon la Cour des comptes, 1 milliard d'euros. Quant au manque à gagner global, c'est-à-dire sur la totalité de ce qui devait être rapporté aux communes et collecté, ça fait 10 milliards d'euros. Donc la fronde des Bretons, des bonnets rouges, avec certains élus. Alors là, on a retrouvé à la fois de toutes les tendances politiques dans la fronde. Parce que je me souviens de Christian Troadet qui était plutôt dans votre camp, et je me souviens d'autres élus bretons qui étaient plutôt dans le vôtre, et on avait des élus du Parti Socialiste. 10 milliards d'euros, sans compter le coût qui va être payé par le contribuable. Alors là, mes félicitations, parce que c'est la classe politique dans son ensemble qui s'est couchée face à la fronde des bonnets rouges. Je vous laisse 2 minutes pour me trouver 2 minutes 30 des bons arguments là-dessus. Alexis Bachelet. Bon, d'abord, je voudrais dire que c'est effectivement une gabegie d'argent public qui est insupportable. C'est une mesure qui avait été votée à la quasi-unanimité en 2011 à l'Assemblée nationale. Après l'alternance, c'est nous qui avons dû la mettre en œuvre. À ce moment-là, on a découvert le scandale d'Ecomove, c'est-à-dire d'avoir confié la perception de ces recettes d'éco-fiscalité par une société privée, ce qui est un choix politique. Je pense que ça, on n'aurait jamais dû l'accepter. Bon, mais ensuite, on en a hérité. On s'est rendu compte que ça suscitait énormément de résistance, alors même que l'objectif, c'était notamment de faire payer les camions étrangers qui, par exemple, passent du côté de l'Alsace, parce que de l'autre côté, du côté allemand, il y a une écotaxe. Donc les camions font un détour, viennent polluer le côté alsacien, et à d'autres endroits frontaliers également, il y a des détours comme ça. Donc je pense que c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire en matière d'éco-fiscalité. Je pense qu'il vous auriez dû tenir bon ou pas? Moi, je pense qu'on aurait dû tenir bon. On aurait dû essayer de remettre en cause peut-être le contrat Imo-vous, mais garder le cap de l'éco-fiscalité. Parce que c'est de l'argent qui manque aux collectivités aujourd'hui. C'est le principe pollueur-payeur. C'était issu des travaux du Grenelle de l'environnement. C'était issu. Donc ça va dans le sens des orientations de la COP 21, par exemple, la lutte contre le réchauffement climatique. Donc il y avait une logique, sauf qu'on s'est effectivement couché à l'époque. Moi, je vous dis,
j'étais pas d'accord quand le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a rétropédalé. J'ai cru qu'à un moment donné, on allait peut-être revenir dessus, pourquoi pas la régionaliser, en tout cas faire quelque chose dans le sens d'une éco-fiscalité. Et finalement, aujourd'hui, on est resté bloqué. Et l'addition, elle a été présentée aux Français et via la taxe gazole. Pas normal. Oui, il me reste 1 minute, Philippe Gosselin. Je crois que c'est l'exemple vraiment frappant d'une politique publique qui n'est pas assumée alors qu'elle avait été votée à la quasi-unanimité en effet. Mais moi, je le dis très sincèrement, Ségolène Royal qui se gargarise aujourd'hui de la COP21, qui vient d'envoyer à des dizaines de milliers d'exemplaires satrombine.com, Ségolène Royal, la reine de COP21, et celle qui a fait foirer, il n'y a pas d'autre terme, cette écotaxe, et elle porte une lourde responsabilité, clairement. La première grosse responsabilité, c'est d'avoir, à un moment donné, pensé que des entreprises privées pouvaient collecter l'impôt dans notre République. Ça, c'est inacceptable. Ensuite... Pour le bien de la collectivité. Mais c'est inacceptable, ça n'est pas possible. Oui, une logique d'entreprise. On a commencé à... Mais une entreprise privée, elle est là pour se prendre de l'argent au passage. Les libéralistes, entre parenthèses, collectent de l'impôt. Je rappelle que... Attention. Les notaires, donc... Attendez, sur l'écotaxe. Et vous avez 40 secondes encore. Les intérêts privés, c'est votre rôle. Alors attendez, je rappelle sur tous les sujets. Je rappelle qu'un des leaders des bonnets rouges était Christian Troadec de Carré, qui était plutôt proche du front de gauche. On a déjà fait une révolution justement en 1789 s'il vous plaît, revenons sur l'impôt. Daniel Simonet. S'il vous plaît, vous pouvez arrêter d'aboyer et me laisser parler. Alors, l'urgence pour lutter contre la pollution, c'est de mettre les camions sur des trains. Donc arrêtons le pacte ferroviaire et la priorité de la collecte d'une fiscalité doit être justement de permettre de lutter contre la pollution. Et donc là, il y a une hypocrisie totale où on donne aux intérêts privés la collecte de l'impôt dans une gabegie et un montage qui est complètement hallucinant. Et pendant ce temps, on laisse passer les paquets ferroviaires européens qui cassent notre capacité à sortir les camions sur nos routes qui nous polluent. Dans un instant, les 3 déclarations à vous faire commenter, puis on aura le menu de Radio Brunet avec Pascal Perry aussi. Avant de faire écouter les 3 déclarations à nos 3 élus, c'est Pascal Perry qui va donner le menu de Radio Brunet de 13h à 15h sur RMC. Pascal. Oui, Alain, j'observe un peu dans le pays et d'ailleurs sur RMC ce grand courant qui exige la transparence, l'hyper-transparence des élus et notamment des candidats à la présidence de la République. Donc on doit publier en open source, je tiens à le dire, son patrimoine, ses relations commerciales. Moi, je pense que c'est pas la bonne formule. D'abord parce que on peut travailler pour le compte d'autrui. On peut confier à ses enfants, ses cousins, ses voisins, ses amis, ses intérêts. Et donc là, je dis, où s'arrête la famille? Où est-ce qu'elle commence? Où est-ce qu'elle s'arrête en termes de procédure de contrôle? Je pense que la seule formule, c'est la déprofessionnalisation de la vie politique. C'est le non-cumul des mandats. Qu'est-ce qui intéresse un corrupteur? C'est que le corrompu soit encore là dans 2, 3, 4, 5 mandats. Donc si on veut couper l'herbe sous le pied de la corruption, c'est ça, non-cumul des mandats. 32-16 et vous en parlez avec Pascal tout à l'heure entre 13h et 15h sur RMC. Allons-y pour les 3 déclarations pour nos élus. On va commencer par la première. Elle est pour Philippe Gosselin. Vous allez voir un grand sourire lui barrer le visage qu'on va lui faire écouter. François Bayrou. Jamais dans l'histoire de la République, un candidat aux plus hautes fonctions, à la présidence de la République, n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent. Et oui, c'est de François Fillon dont il parle. Oui, j'entends bien, mais enfin écoutez, je crois que Bayrou n'est vraiment pas celui qui peut se permettre de la ramener. Non pas que je lui fasse de mauvais procès judiciaires ou juridiques, mais franchement, ça fait des années qu'il encombre, qu'il fait perdre la droite, donc il continue, qu'il se présente et on ira un peu plus vers la catastrophe. Donc franchement, il n'est pas qualifié. Deuxième déclaration, c'est pour Daniel Simonet. Je vous fais écouter la candidate du peuple. Si vous êtes ici aussi nombreux aujourd'hui, c'est que vous avez compris que contre la droite du fric et la gauche du fric, je suis la candidate de la France du peuple. C'est elle qui parle au peuple, Daniel Simonet. Non, elle prétend le faire, mais
quand elle parle de la dénonciation du monde du fric, dans son programme, il n'y a strictement rien contre le monde de l'argent. Que propose-t-elle justement pour nous permettre de gouverner face aux banques? Elle n'a aucune mesure contre justement l'impact des marchés financiers. Elle ne souhaite pas créer un pôle public bancaire comme le propose Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, elle ne propose pas de nouveaux droits des salariés dans l'entreprise contre le diktat des actionnaires comme nous le proposons avec le programme de la France Insoumise, l'Avenir en commun. Donc elle fait comme les fascistes des années 30. Elle se fait passer pour une dirigeante du peuple. Elle pique. Les fascistes des années 30 piquaient au mouvement ouvrier des termes pour faire croire qu'ils étaient sociaux, mais ils étaient les idiots utiles du système capitaliste parce qu'ils ne proposent pas la remise en cause du tout de justement... Oui, mais elle est devant dans les sondages, très nettement devant, Marine Le Pen. Oui, et bien sûr, oui. Et donc il y a une bataille qui doit continuer pour on a besoin d'un peuple éclairé et motivé pour qu'il réalise la supercherie. Vous savez, vous pouvez railler, mais non, je raille pas. Je trouve qu'au contraire, ça a été un très bon coup à la fois technologique et médiatique. Dans cette société du spectacle, on a voulu dédiaboliser le Front National. Il faut au contraire assumer la bataille culturelle et assumer le spectacle politique pour ramener au sens. C'est ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon avec l'hologramme et ce magnifique discours justement sur la culture, l'émancipation, les nouvelles frontières de l'humanité, le numérique. Et moi, vous savez, mener la bataille culturelle en assumant le spectacle politique. Je vais faire ma petite pub. Je suis tous les dimanches à l'Apollo Théâtre à 16h30 pour Hubert, les salauds et mes ovaires. Vous avez le titre Hubert, les salauds et mes ovaires. Où justement, c'est un spectacle politique avec du rire et de l'émotion pour parler à la fois de la question justement du danger de l'ubérisation de toutes ces plateformes qui sont financées par la Goldman Sachs. Et ça, Madame Le Pen, elle n'en parle pas. Elle ne dénonce absolument pas cela. Dernière déclaration, c'est pour Alexis Bachelet, Benoît Hamon, qui va voir les collègues députés, parce qu'il faut à un moment retrouver tout le monde. Je compte sur eux, ils sont des politiques et des techniciens dans leur domaine respectif. J'ai besoin maintenant, moi, non seulement de m'enrichir de leur perception qui est celle du territoire dans lequel ils sont élus, mais surtout d'imaginer et de préparer ce que seront les lois du début de mon quinquennat. Vous avez entendu Alexis Bachelet, maintenant il faut aller voir toute la famille politique, il faut retourner voir ceux que vous avez vilipendés, ceux que vous avez critiqués, parce qu'il faut que tout le monde se rassemble pour pouvoir gagner. Fini le temps de la campagne électorale, de la grande gueule de la primaire, maintenant il faut retrouver tout le monde. Parce que nous, dans cette campagne des primaires, on n'a attaqué personne, on n'a injurié personne, on n'a fait de procès d'intention à personne, on a défendu des idées, on a défendu une autre vision du monde du travail, le revenu universel, un nouveau modèle de développement qui met l'écologie au cœur, la démocratie, et on a accusé personne, traité personne d'aucun nom d'oiseau. On a fait une campagne sur les idées et c'est ça qu'ont plébiscité les électeurs de la primaire. Ils ont plébiscité Benoît Hamon parce qu'il a proposé un cap et il est tourné vers l'avenir. Et il veut rassembler, oui, c'est pas un gros mot le rassemblement. C'est pas honteux de dire que demain, et d'ailleurs Benoît Hamon s'y prépare, c'est pour ça qu'il a rencontré les parlementaires, si nous remportons l'élection présidentielle, car ça devient possible, et si nous remportons les élections législatives, nous voulons que dans cette future majorité de gauche, elle soit composée de socialistes, oui c'est normal, d'écologistes, c'est important, de communistes, d'insoumis s'ils le veulent, et de progressistes, des radicaux. Bref, nous voulons reconstruire chacun ses une soucis majorité en ce moment, mais on voit bien que Hamon n'a pas intérêt à les laisser partir. C'est Macron, c'est évident. Est-ce qu'on a le droit de dire que la gauche a un avenir dans ce pays, qu'elle s'est ouverte à l'écologie, qu'elle veut rassembler et qu'elle propose autre chose. Je finis. Qu'elle a autre chose à proposer que le programme de François Fillon, c'est-à-dire moins 500 000 fonctionnaires, moins de dépenses publiques, remise en cause de la sécurité sociale. C'est pas moins de dépenses publiques, c'est carrément la gabegie, le chéquier sorti en permanence. De Marine Le Pen avec la fermeture des frontières, la sortie de l'euro. Non mais est-ce qu'on a le droit de dire qu'on a un vrai projet politique et qu'on souhaite le faire partager? C'est très bien d'avoir fait diversion, sauf qu'aujourd'hui Benoît Hamon, il
obligé de faire le grand écart. Non. Et il est obligé de faire le grand écart. Il a retrouvé une partie de la majorité. Il a défendu dans la primaire. À qui il avait tourné le dos. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est une autre campagne qui commence. Et quand on fait un grand écart, il faut rassembler. Question sur la majorité, et qui sont prêts à partir chez Macron. Question sur la majorité. Question sur la majorité gouvernementale. 20 secondes. Plus 70% ou 60%, je crois, 65% des députés investis par le parti, enfin des candidats à la députation investis par le Parti socialiste sont finalement favorables à la loi travail et donc défavorables à l'abrogation de la loi travail. Donc, je trouve qu'il y a, mais vous y croyez 2 secondes? Mais bien sûr, heureusement. Il y a des majorités politiques. Vous croyez que M. Valls va changer d'avis? Que tous ceux qui sont investis? Non, je pense qu'il faut de la clarté. Est-ce que vous êtes prêts à travailler sur les idées avant de parler de la tambouille? Messieurs, dames, merci. Nous attendons. C'est fini. On ne veut pas parler de la tambouille. C'est fini. S'il vous plaît. Jean-Luc Mélenchon a proposé le café. S'il vous plaît, merci d'être venu. Vous voyez qu'on est bel et bien au cœur de la campagne électorale. On aura l'occasion d'en reparler. Merci d'être passé par ce conseil des GG. Demain, on se retrouve entre 10h et 13h avec nos grandes gueules, bien sûr, qui seront demain Claire Aupetit, Fatima Aït-Bounoua, Karim Zeribi et le philosophe Pascal Bruckner. Oui, c'est lui qui déclare qu'on est passé de la lutte des classes à la lutte des races. Ça promet demain dans les GG.